S'il ne faut pas changer la constitution, est-ce qu'il faut organiser un dialogue pour résoudre les problèmes politico-sécurité de la RDC? La question qui se pose ce matin, bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, dans cette émission, exprimez-vous, comme je le dis toujours, s'exprimer en toute liberté. C'est quoi la thématique? Vous vous demandez, c'est quoi la thématique de ce matin? Vous nous suivez de partout dans le monde. La thématique est des Sun City à Bujumbura. Des Sun City à Bujumbura, les dialogues politiques en RDC sont-ils devenus des fonds de commerce pour le partage du gâteau? C'est ça, la grande question qui se pose ce matin. Et pour en parler, j'ai des invités de très très bonne qualité. Comme je dis toujours, les Congolais de très bonne qualité. Je suis ici avec moi Daniel Kitenge. Ça fait très longtemps qu'il est ici, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Mani, merci beaucoup de m'avoir invité. Très bien, merci beaucoup. Je crois que cette présentation serait un peu spéciale. J'ai Jeannot Ilunga. Qui est Jeannot Ilunga? Jeannot Ilunga est le ministre de l'Intérieur du faculté des droits, ministre de la Justice, de la coordination estudiantine, délégué facultaire ou président des étudiants de la faculté des droits, président et l'initiative de l'ASBEL JNC qui est Jeune National du Congo, puis interfédéral de la FUNA du parti Abir chez l'ambassadeur, c'est les bâtisseurs, j'allais dire, Ogi Kalonji, que je dis bonjour et bienvenue. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Très bien. D'abord, le point sur la question d'aujourd'hui. Le week-end du 4 au 6 juillet 2026, la capitale économique du Burundi, Bujumbura, a accueilli des consultations majeures initiées par Evariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice, j'allais dire, de l'Union africaine. Une forte délégation congolaise comprenant le présidium de la coalition de l'opposition C64, il y a entre guillemets Martin Fayulu, Délice Sanga, Jean-Marc Kabonde, Dieudonné Bolengetenge, Franklin Chimanga, ainsi que les plus hauts représentants des confessions religieuses. Nous voyons bien Senko, ECC et Evariste et Jibayama Pia pour les églises, j'allais dire, des réveils. Nous avons aussi les C64 a officiellement plaidé pour un dialogue national et inclusif pour sortir la RDC à sa crise multidimensionnelle, tout en martelant une ligne rouge absolue. C'est quoi la ligne rouge absolue? Les refus catégoriques de toute révision ou changement de la Constitution. C'est là ça le point un peu clé de ce matin, auditeurs et internautes. Si c'est la première fois que vous suivez cette émission, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Afro Diaspora Media et d'activer la cloche des notifications. Si vous allez nous suivre via nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et autres, merci aussi de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Votre proposition, votre opinion, merci de les laisser toujours en commentaire. Cela nous aidera à la prochaine occasion comment en prendre en compte. Jeannot Ilunga, je commence avec vous. Depuis Sun City, comme la question se pose ce matin, en 2002, en passant par la cité de l'Union africaine, les centres interdiocésains que nous appelons Saint-Sylvestre, et aujourd'hui Bujumbura. Est-ce que la République démocratique du Congo semble incapable, j'allais dire, de fonctionner sans béquille extérieure, c'est-à-dire des dialogues en dialogue? Est-ce que la RDC ne peut pas résoudre ces problèmes en interne? Merci de la question posée. J'aimerais d'abord commencer par dire que les politiciens congolais sont en train de nous jouer au malin. C'est pas pour rien que le président Fachi ou le président Félix Tshisekedi a refusé tout dialogue extérieur. C'est-à-dire que c'est pas lui qui est l'initiateur déjà de ces dialogues-là. C'est l'une des raisons qui prouve que la RDC peut résoudre ses problèmes seule. Mais comme l'opposition est en train de trouver des béquilles à l'extérieur, c'est comme ça qu'ils sont partis. Sinon, nous, au pays, nous organiserons un dialogue, mais pas avec les gens qui sont en train de... Pas avec les gens sur qui ils comptent, voilà. Vous avez dit que le président de la République est d'avis pour organiser les dialogues, mais pas un dialogue organisé par les étrangers. Avec la crise qui se passe ici en République du Congo, nous avons la crise sécuritaire, nous avons la crise politique. Vous avez vu des marches qu'a organisé l'opposition, qui a fait parler même les médias internationaux.
pourquoi le président n'a pas songé d'organiser les dialogues, inviter ses amis de l'opposition pour en discuter, en parler comme dans une famille? Bon, déjà, je ne sais pas ce que vous vous attendez par crise politique. Au pays, on a une crise qui est connue de tous, c'est la crise sécuritaire. Et s'il faut organiser un dialogue, on ne va pas appeler les opposants actuels, puisque ce n'est pas eux qui sont à la tête de cette insécurité qui a surgi depuis un moment dans l'Est. On va appeler les gens qui sont en train de... parlons de ceux-là qui tirent ficelle de cette insécurité, justement. C'est-à-dire que s'il faut organiser un dialogue, nous le savons tous que les dialogues ici au Congo, d'abord, ils sont à la recherche des gâteaux, voilà. Ils cherchent comment s'immiscer aussi dans le gouvernement. Ils veulent aussi se retrouver. Et ce n'est pas le moment opportun pour eux. Ils doivent attendre si le président va trouver opportun d'appeler ceux qui sont auteurs de l'insécurité à l'Est, oui, mais les dialogues entre politiques au sens vrai. Donc, pour vous, cette crise, entre guillemets, sur les changements de la Constitution n'est pas une crise? Bon, c'est pas une crise, puisque la Constitution, je vous ai dit, on reviendra plus tard. On n'a pas un problème des institutions, il n'y a pas une institution illégitime. Déjà que le président n'est pas encore au fin de son mandat, vous voyez. D'ici, la Constitution prévoit 5 ans. Nous sommes en 2027, ils peuvent poser ces problèmes-là en 2028. C'est pas le moment de dire qu'on a une crise politique, puisque déjà, toutes les institutions sont légitimes. On ne peut pas convoquer un dialogue pour partager les gâteaux alors qu'il est encore en plein mandat. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitenge. Il y a eu pas mal de dialogues ici en République du Congo. Nous voyons Saint-Cynthia 2002, Cité de l'Union africaine. Nous voyons pour les centres interdiocésains de Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, Bujumbura. Les opposants de Kinshasa, de la République démocratique du Congo en général, je dirais même ainsi que nos pères des églises ici au Congo ont été appelés à Bujumbura pour discuter sur la question politique en République démocratique du Congo, entre autres la question du changement de la Constitution. Vous pensez que les problèmes des Congolais doivent être résolus par les étrangers? Merci beaucoup, Mani, pour la question. Donc, j'aimerais quand même d'abord saluer les compatriotes de l'Est qui nous suivent à ce moment, ceux qui sont dans les zones occupées par l'ennemi, les rebelles du 1-23 et AFC. Très bien. Et nous sommes avec eux, nous continuons à compatir avec les familles endeuillées jusqu'à maintenant. Mais je note que vous avez oublié un élément en présentant mon co-débatteur. Vous avez oublié, parce que vous avez fait une belle présentation, mais vous avez, je ne sais pas si c'est exprès ou vous avez dit de ne pas les mentionner. J'aurais aimé que vous les identifiez comme étant membres de l'IDPS. C'est ça que c'est la partie que vous avez oubliée. Je ne suis pas membre de l'IDPS. Il n'est pas membre du parti Abir. Voilà, je suis membre du parti Abir. Nous soutenons les pouvoirs en place. Il est membre d'un parti politique. Hein? Ok. Donc il est de l'Union sacrée. Justement. Il fallait faire mention de l'Union sacrée parce que ça allait permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Parce que vous avez touché un peu partout. Très bien, allons-y. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'il a dit ici. J'ai l'impression que mon co-débatteur n'a pas des éléments suffisants. C'est-à-dire, je parle des enjeux de l'ère. Très bien. Je parle du contexte politique actuel, de tout ce qui se passe actuellement au pays. Voilà pourquoi il est parti de partout. Il vous dit, le président va organiser les dialogues quand il le voudra, s'il le veut et tout consort. Il vous dit ici qu'il n'y a pas de crise politique, il n'y a qu'une crise sécuritaire. Il vous dit qu'ils vont dialoguer qu'avec les rebelles. Il oublie qu'entre-temps, il y a les procès de Doha, où le gouvernement congolais négocie déjà, et déjà dans le pourparler avec les rebelles de 1-23 et AFC. Quand on parle de dialogue, on fait allusion à un dialogue interne. Et il oublie que le président de la République lui-même avait mandaté, ou l'Union africaine avait mandaté Lorenzo pour proposer des schémas de dialogue inclusif interne. Vous rappelez, ça a fuité récemment que le gouvernement avait donné une proposition à Lorenzo lui disant que non, s'il y a dialogue, il ne faut pas qu'il y ait Kabila et tout ce monde-là, que Lorenzo avait refusé, il s'est même retiré des pourparlers. Et il vous dit qu'il n'y a pas de crise politique. Mais, M. Mani, l'opposition avait annoncé une marche pour le 8 juillet. Très bien. Le président du Burundi arrive, il rentre, après il invite les opposants. S'il n'y a pas une crise politique au pays, pourquoi le président de l'Union africaine peut inviter les opposants congolais pour discuter autour de la crise en RDC? C'est aberrant.
Je vous dis, M. Mani, il y a des Congolais ou des opposants qui, leur passeport était entre les mains du DGM. Très bien. Ça a été remis pourquoi? Pour leur permettre juste avant les voyages. de voyager. Apparemment, vous les donnez assez de temps. Qu'est-ce que... Non, non, vous aurez votre temps. Je n'ai même pas fait une minute jusque-là. Pour dire qu'il y a une crise politique. Et lorsqu'on parle de dialogue, mon frère ami, il faut retenir une chose. Les dialogues ont toujours un caractère inclusif. On ne peut pas parler de dialogue dans un pays et exclure une certaine partie. Ça n'existe pas. Dans les dialogues, dans les langages courants, parce qu'il faut rappeler que... Là, vous faites allusion à quelle partie? Je parle en termes de... Parce qu'il faut comprendre... Vous parlez des rebelles, il y a ça en 23. Attendez. Je ne suis pas ici pour parler des rebelles. Moi, la rébellion, je la condamnerai toujours. Très bien. Et je ne serai pas d'accord avec... Mais entre-temps, vous sollicitez que la rébellion soit au dialogue. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous dites que les dialogues doivent avoir un caractère inclusif, c'est-à-dire on doit inclure tout le monde. Dans les rebelles, il y a aussi ceux-là qui... Attendez, on t'a présenté comme président des étudiants. Je pense que j'ai discuté avec un scientifique. Mais lorsque vous lâchez, c'est qu'il n'est pas bon, il faut... Vous aurez votre temps de tout répliquer. Allons-y, monsieur Daniel. Vous venez de commencer les débats, il faut savoir que lorsque l'un parle, lorsque c'était et attend, son tour pour répliquer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer entre eux dans la mémoire. Allons-y, je vous protège. Laissez-lui parler, je vous protège comme vous aurez tout le temps. Vous êtes président des étudiants. Soyez quand même un modèle pour les étudiants. Parce que vous devez leur montrer que non, quand vous êtes dans un débat de télé, lorsque l'un parle, vous attendez. Ça permet à ce que ceux qui nous suivent comprennent ce que nous sommes en train de dire. Quand vous interférez, vous me coupez, je ne veux pas nous écouter. Allons-y. Je suis quand même assez discipliné dans le plateau. C'est-à-dire quoi? J'ai posé les bases scientifiques et caractère d'un dialogue. Très bien. Je n'ai pas dit qu'il faut que tout le monde soit forcément là. Non. C'est ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé du caractère d'un dialogue. Dans un pays, un dialogue doit réunir tous les acteurs en crise. D'ailleurs, lui, il a dit ici, s'il y a un dialogue, le président verra s'il faut dialoguer avec les rebelles. C'est lui qui a parlé des rebelles, c'est pas moi. Moi, je vous dis ici, les dialogues, s'il y a un dialogue dans un pays, il faut que tous les acteurs de crise, c'est-à-dire les acteurs qui composent les crises, doit être autour d'une table pour décanter la solution. Parce qu'il a évoqué une crise sécuritaire que nous avons. Très bien. Dis-moi, selon sa réflexion, si on doit aller dans un dialogue pour résoudre la crise sécuritaire, on doit se mettre avec qui? Voilà. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'étais en train de faire seulement ce tableau-là pour vous montrer que si on doit se mettre à table pour résoudre la question par rapport à la sécurité sur base d'un dialogue, il faut que tous les acteurs soient présents dans ces dialogues-là. Sinon, moi, j'ai toujours été fan, je l'ai posé puis dit une fois ici dans votre plateau ici, j'ai toujours été un fan de l'option militaire qui consiste à mettre en place un plan bien déterminé pour mettre les rebelles dehors. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec le pouvoir en place pour négocier avec les rebelles parce qu'aujourd'hui, je vous informe que le pouvoir est en train de négocier. Donc, il n'attend plus pour organiser un nouveau dialogue avec les rebelles. Non, ils sont déjà sur la table de négociation à Doha avec les rebelles. Ils parlent. Le gouvernement congolais parle. Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas informé? Mais posez la question pour que je réponde. Vous allez encore dire que je suis en train de vous interférer. Mon producteur ne comprend pas les contextes actuels et ne sait pas ce que c'est pas. Il n'est pas effectivement informé. Donc, lorsqu'on parle des dialogues que Mani a évoqué ici, il évoque les dialogues entre les acteurs politiques pour chercher à remettre ou à rétablir la paix. Voilà. Sinon, s'il faut qu'il y ait un dialogue entre le Congo et la rébellion, il y a déjà les pourparlers à Doha. Donc, pour vous dire que... Mais le président sur place est encore en cours de son mandat. Son mandat n'est pas encore en terme. Est-ce qu'il faut dialoguer maintenant? Est-ce que c'est le moment pour dialoguer? Pourquoi? Mani, moi, je suis de ceux-là qui ne demanderaient jamais au président de la République d'organiser un dialogue. Non, ça, c'est pas moi. Très bien. Ça, c'est une position de l'opposition. Et il faut comprendre que partout au monde, même en France, les insoumis ne partagent pas la même opinion avec les rassemblements nationaux de Marine Le Pen. Ils sont tous de l'opposition. Nous sommes tous de l'opposition. Ce que moi, je peux demander à Félix, c'est quoi? Ce que moi, je l'exigerais, c'est quoi? C'est le respect de l'ordre constitutionnel. Ce que moi, je lui demanderais, c'est quoi? Ce que moi, je l'exigerais, c'est quoi? C'est que le président a prêté serment de protéger nos territoires. C'est-à-dire quoi? Il doit mettre en place une stratégie efficace pour que le Congo récupère les zones occupées. C'est ça la démarche logique. Les dialogues, les dialogues entrent dans les habitudes africaines. Vous comprenez? Entre Africains, il y a toujours un moyen pour résoudre les problèmes, parler ensemble. Ça entre vraiment dans cette logique-là. Parce qu'il faut comprendre que même les dialogues en question n'est pas constitutionnel. Le président de la République est dans son mandat. Très bien. Il sera hors mandat en 2028.
dialogue ou pas, moi, c'est pas mon problème. S'il décide de l'organiser et qu'il veut que les Congolais se réunissent, parce qu'il faut comprendre aussi, Mani, il y a des questions d'intérêt national. C'est quoi notamment la guerre. La guerre, la Constitution parle de l'unité nationale. Dans un contexte pareil, les gens demandent des dialogues pour que le président se mette autour de la table avec tout le monde pour qu'il y ait unité nationale, pour que nous puissions faire face à l'ennemi qui est le Rwanda. Donc, on ne peut pas aller se battre contre le Rwanda. Donc l'opposition, pour faire face à l'ennemi, il faut d'abord dialoguer. Non, je parle de l'unité nationale. Donc sans dialogue, il n'y aura pas l'unité nationale. Attendez. Très bien. Attendez. L'unité nationale vient quand? Lorsque les deux camps trouvent un consensus sur l'intérêt national. C'est-à-dire quoi? Il y a la guerre aujourd'hui. Très bien. On doit tous se focaliser sur la guerre. Très bien. Mais aujourd'hui, nous remarquons que le pouvoir se focalise sur le changement de la Constitution. Déjà, ça nous sépare. C'est déjà un point qui nous met, qui nous sépare. Ça ne nous met pas ensemble. C'est-à-dire, si on fait se mettre ensemble pour voir, bon, c'est quoi la priorité aujourd'hui? La priorité aujourd'hui, c'est des questions sécuritaires. C'est-à-dire quoi? On laisse tomber les plans de changement de la Constitution. Parce que vous comprendrez avec moi que même la loi congolaise interdit une révision pendant cette période de guerre et tout comme ça. C'est un discours qui ne devait pas tenir. Donc en réalité, si on doit se mettre d'accord sur cette évidence-là, le respect de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire quoi? 2028, le président sera hors mandat. Et après, le président doit finir la guerre qui est à l'Est. Voilà ce qui est important pour les Congolais aujourd'hui. Nous allons vous revenir... Prénom Jeannot Ilunga, il a beaucoup encaissé, ça se voit. Ouais. Il a vraiment beaucoup encaissé. Il faut qu'il puisse un peu refouler et que les débats soient équilibrés. Ouais. Cette, entre guillemets, dialogue à l'est de la RDC, la M23, l'AFC M23 rejette en bloc ce qui s'est passé à Bujumbura. Pour eux, il n'y a pas de pourparlers sans eux. Donc, pour parler des dialogues, ils doivent faire partie. Vous avez dit aujourd'hui, nous avons une seule crise, qui est la crise sécuritaire. Donc, s'il fallait dans votre logique, pour que le président résoudre une crise sécuritaire par un dialogue, comme vous l'avez dit, il faut qu'il négocie ou qu'il dialogue avec les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui ont créé cette crise. Et aujourd'hui, ces personnes, c'est l'AFC M23. Donc, vous voulez nous dire, pour qu'il y ait solution à ce qui concerne la crise sécuritaire, il faut que le président discute ou dialogue avec l'AFC M23 et non l'opposition. Bon, en fait, déjà, il y a un problème de compréhension. Lorsque vous avez invité mon co-débatteur, je m'étais mis à l'esprit que c'était quelqu'un qui maîtrisait les méandres de ce qui venait débattre, en fait. Lors de mon premier propos, j'ai eu à dire que le président doit négocier ou veut négocier avec ceux qui tirent ficelle. En un français simple, ça veut dire ceux qui tirent l'intérêt de cette insécurité. Or, l'AFC n'est qu'une petite représentation du Rwanda. Nous sommes sans ignorer que c'est le Rwanda qui soutient les M23. Et en réalité, ceux qui sont en l'Est, ce ne sont pas des Congolais. Et si le président doit négocier, c'était ça l'essence de ce que je voulais dire. Mais comme il a un problème de compréhension, voilà qu'il s'est déballé dans d'autres choses. Mais également, il a voulu évoquer l'aspect scientifique d'une crise politique. Bon, je ne sais pas la faculté qu'il a eu à faire, mais lorsqu'on parle d'une crise politique, ça touche aux institutions. Souvent, ça a été toujours l'illégitimité des institutions qui ont été touchées. Commençons par les dialogues de Sun City. 2022, ça a commencé d'abord avec Pretoria. Pretoria a échoué. Nous sommes allés à Sun City en 2023. Après ces dialogues-là, il y est ressorti 3 résolutions. On devrait avoir un gouvernement d'1+4, on devait avoir une constitution qui devait être promulguée en 2026. On devait... en 2006. En 2006, allais-je dire. Mais également, voilà, une autre résolution m'a échappé. Vous voyez, lorsque nous sommes sortis de ces dialogues, on a eu à trouver 3 résolutions qui touchaient aux institutions. L'institution gouvernement, l'institution président de la République, mais également le Parlement, puisque on a eu à choisir quelques personnalités là qui devaient représenter, qui devaient faire office des députés nationaux à l'époque. Très bien. Vous voyez, c'est ça la crise politique. Vous voyez que ça a touché aux institutions. On revient encore en 2009, avec les CNDP. Très bien. L'accord entre les CNDP et le gouvernement congolais. Il y a
un groupe rebelle qui voulait se transformer ou qui voulait se comporter comme un parti politique, n'est-ce pas? Ils ont pris les armes et après leurs accords, on les a reconnus comme un parti politique, mais également on a intégré quelques-uns de leurs combattants au sein de notre armée. Vous voyez qu'ils touchent aux institutions. On revient encore avec l'accord de Saint-Sylvestre en 2016. L'opposition qui réclamait le départ de Kabila et Kabila qui disait voilà, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, vous devez me donner les temps. Alors faisons un dialogue. Et les dialogues devaient légitimiser Kabila qui était au pouvoir pour dire voilà, il reste les 2 ans de plus. Voilà. Donc tous ces dialogues ont eu à toucher aux institutions. Pourquoi? Puisqu'il y avait crise. Il était hors mandat. Mais maintenant, vous êtes en train d'évoquer la crise politique en quoi? Évoquer la crise politique en quoi? Je vous relance. La RDC pays en guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes attaqués, nous sommes infiltrés, nous sommes de tout ce que nous pouvons dire. Mais dans cet état, comme a dit Daniel Kitenge, la RDC réfléchit au changement de la constitution. Je prends l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine maintenant en guerre contre la Russie. L'Ukraine qui réfléchit au changement de la constitution. N'est-ce pas une crise politique? Je venais de vous faire comprendre c'est par quoi on peut attendre par crise politique. Donc ça, ce n'est pas une crise politique. C'est pas une crise politique. La crise politique... C'est normal, on comprend et on passe. En fait, on ne passe pas. On ne passe pas. Je l'ai entendu parler des priorités. C'est pas lui qui doit dire que ça, c'est une priorité ou pas. C'est le président de la République. C'est lui, le garant de la nation, qui doit dire ça, c'est une priorité ou pas. Je me rappelle en 2020 ou 2021, lorsqu'il y a eu une sorte d'altercation entre les FCC et les Cash. Vous voyez? À l'époque, on a traité Tshisekedi de tous les noms. On se disait, voilà, et on va le faire tomber. Voilà, il n'arrive pas à agir, il n'arrive pas à décider. C'est pas lui qui dirige, vous voyez? On l'a observé. Et il nous disait, patientez, je vais agir. Quand il a agi, aujourd'hui, on a un président de la République à la taille du Congo. Vous voyez? C'est-à-dire quoi, un président de la République à la taille du Congo? Je vais revenir là-dessus. Très bien. Et donc, pendant que lui-même est en train de subir la guerre, puisque il n'y a pas que vous qui subissez cette guerre, n'est-ce pas? Si on parlait même de la gestion du pays, il a perdu tout un territoire, toute une grande partie du territoire. Donc, il n'est pas calme là où il est. Mais lorsqu'il élève l'option, allais-je dire, du changement des constitutions, c'est-à-dire, il sait par quelle mesure il va sortir le pays de la crise sécuritaire. Lui-même, il sait. Il sait. C'est pas à vous de venir dire ici dans un plateau que non, voilà, c'est pas une priorité. Vous qui ne décidez même pas de votre propre parcelle, comment vous allez décider pour Jeannot, Monsieur Jeannot, nous voyons tout ce qu'il fait comme démarche. Nous sommes tous Congolais. Je crois, quand nous venons tous sur ces plateaux de télé, donc c'est d'abord patriotisme. Il y a eu l'accord de Washington. On a tous loué cet accord de Washington. L'accord de Doha toujours en cours. Je ne sais pas si ça prendra 5 ans. Et l'opposition qui demande encore les dialogues entre guillemets politiques avec Tshisekedi, le président de la République. Jusque-là, les territoires sont toujours occupés. Vous venez de dire, il sait par quels moyens il va mettre fin à cette crise sécuritaire. Vous, étant que population, étant que patriote citoyen congolais, vous avez au moins l'idée par quel moyen cette guerre prendra fin. Si par dialogue ou par accord, Washington, ça n'a pas pu, parce que jusqu'à présent, nos territoires sont toujours occupés. Si par l'accord de Doha, ça n'a pas pu, parce qu'il n'y a pas toujours compromis entre le gouvernement congolais et les rebelles AFC-M23, vous ne pensez pas qu'il faut peut-être voir d'abord l'aspect interne, un dialogue interne pour résoudre si États-Unis n'a pas réussi, rebelle n'a pas réussi, vous ne pensez pas qu'à l'interne ça pourrait réussir? Bon, je ne partage pas avec vous l'avis selon lequel l'accord de Washington n'a pas donné de résultats. Un accord, c'est pas un achat, en fait. C'est pas genre vous donnez l'argent, mais non. C'est un processus. Même pour la conclusion de cet accord-là, vous avez vu que ça a pris du temps. Vous voyez? Très bien. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous allons nous réveiller comme ça. La guerre ne finit pas en un jour. Peut-être pour ceux-là qui savent l'histoire ou l'historique de la guerre, ils savent que ça prend un moment. On peut décider un cessez-le-feu aujourd'hui et ça se voit en train d'être exécuté peut-être après une année, après 2 ans. Donc nous devons patienter.
je ne vous demande pas de patienter, faites ce que vous faites, mais ça sera réalisé au moment où c'est décidé que ça sera conclu, où ça sera exécuté. Mais alors, concernant ce que vous dites que on a une crise, tout ça, il faut commencer par un dialogue interne. J'ai vu la fois passer l'opposition sortir les gens dans la rue. Même pas plus de 1000 personnes. Vous voyez? Alors, ce sont ces genres d'opposants qu'on doit appeler pour résoudre un problème lié à l'insécurité où il y a des armes. On voulait traiter des opposants impopulaires. Oui, déjà, eux, ils ne sont pas populaires. On voit, si les civils qui n'ont pas d'armes refusent d'exécuter leur mot d'ordre, à combien plus forte raison les rebelles qui ont des armes? Et donc, il faut qu'il y ait dialogue, le dialogue continuera toujours avec ceux qui tirent ficelle de la guerre et non pas avec tous ces éléphants blancs qui sont ici. Très bien, merci beaucoup. Poursuivons rapidement, je crois, Daniel Kiteng aura le temps de rebondir et de répondre directement à la question. Si les pouvoirs en place décident de passer par la voie légale du référendum pour réviser ou changer la Constitution, pourquoi l'opposition s'y oppose-t-elle et par des voies extra-institutionnelles, entre guillemets, le peuple n'est plus souverain? Daniel Kiteng. Merci beaucoup. Très bien. Laissez-moi rebondir. J'ai fait preuve de discipline. Hein. Il a laissé parler. Il a beaucoup parlé. Très bien. Je crois qu'il fera de même. Je n'ai pas interféré lorsqu'il s'exprimait. Votre invité, il vous dit ici que moi, je n'ai pas la maîtrise de ce que je suis venu débattre ici. Très bien. Alors que tout ce que j'ai à donner comme argument ici, nulle part il m'a rencontré. Nulle part. Nulle part. Je lui ai rappelé que le président était déjà en train de dialoguer avec les rebelles. Il va encore le faire quand? Parce que lui, au début, il avait dit que le président va chercher quand il voudra pour dialoguer avec ceux qui sont acteurs des crises. J'ai expliqué mon expression. Oui. Mais lorsque la personne parle, vous devez l'entendre, non? J'ai dit il doit négocier avec ceux qui tirent ficelle. Je vous ai même expliqué les mots, mais c'est compréhensible. Vous pouvez parler. Ouais, parlez. Comment je vais m'exprimer si il va commencer à m'interrompre à tout moment? Il a promis de vous laisser. Laissez-le parler. Plus de 10 minutes. Sans piper. Je n'ai même pas pipé mot. Quand même. Allons-y, M. Daniel Kiteng. En fait, la personne que tu dois respecter, ce n'est pas moi. C'est ceux qui nous suivent à la maison. C'est eux qu'on doit respecter. Ce sont des cadres de diversité. Alors, c'est à vous, les journalistes, de les recadrer. La personne s'est exprimée. Laissez-lui parler s'il dérape, vous pouvez noter et vous allez revenir. C'est pas ridicule. Allons-y, M. Daniel. Respectons ceux qui nous suivent. Ce sont des responsables. Ils vont passer au moins 1 heure de temps pour écouter une émission où les gens vont commencer à voilà, comme si on était dans un fécodi. Allons-y. Dans un plateau sérieux quand même. Il faut quand même avoir du respect pour ceux qui nous suivent. Je lui ai dit ici que le président était déjà en train de négocier. Il a parlé des tireurs de ficelle. Mais nous tous, nous savons que les tireurs de ficelle, c'est le Rwanda, non? Et les étrangers. C'est-à-dire tous ces pays-là. La communauté internationale d'État. Mais le président a signé un accord avec le Rwanda. C'est-à-dire avec le Rwanda, c'est déjà clos. C'est déjà clos. Il y a un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. On a demandé au Rwanda de faire ceci, au Congo de faire ceci. Il y a un accord avec les Américains. Où dans cet accord-là, il y a même des questions sécuritaires qui sont abordées. Qui est plus fort que les États-Unis d'Amérique? On a déjà signé les accords avec ces gens-là. Et pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi la paix ne revient pas? C'est un processus. Un processus. Aujourd'hui, c'est 1 an depuis qu'on a signé un accord de paix. 1 an déjà. On a signé l'accord de paix. C'est aujourd'hui, c'est 1 année d'existence de cet accord-là. Sur le terrain, qu'est-ce qui a bougé? On a quand même récupéré Ouvira qui a été pris. Attendez. On a récupéré Ouvira qui a été pris. On a récupéré Ouvira qui a été pris. Vous savez qu'on a récupéré, on a pris Ouvira après la signature de l'accord. Quand on a signé l'accord, on était seulement à Bukavu. Vous le savez. Plus tard que hier, j'ai suivi des informations, bien que l'armée n'a pas encore communiqué. Très bien. Il semblerait que les rebelles ont encore... maintenant, ils sont au niveau du point zéro. Il y a les combats aujourd'hui au niveau des Minembwe. Vous ne savez pas, vous venez débattre. Il faut vous informer de ce qui se passe sur terrain. C'est-à-dire, sur terrain, rien ne bouge. Mani, lorsqu'il vous dit ici, et avec légèreté, il vous dit,
non, faites ce que vous voulez, faites ce que vous faites, attendez avec le temps, jusqu'à ce que ça va aboutir. Monsieur, ça fait 4 ans pour Bunagana. 4 ans pour Bunagana. Est-ce que vous savez que Bunagana, ces gens-là n'ont pas voté M. Félix en 2023? Vous le savez? Donc vous parlez de la vie des Congolais avec légèreté. Faites ce que vous voulez, laissons le temps. Donc parce que toi, tu as la possibilité d'avoir un $100 ici à Kinshasa, tu t'en fous de la vie des Congolais. Laissons le temps au temps. Ça veut dire quoi? 1,23 2009, 2013. Ça fait combien de temps? Pourquoi ça n'a pas duré à cette époque-là? Bien qu'il y ait des accords, je le sais. C'est pas comme certains le disent, non, on avait des faits. Non, on n'a jamais défait l'1,23. C'était des accords et c'est parti. Et c'est que le président Antoine n'avait pas signé ces mêmes accords. Attendez. Très bien. Monsieur Félix est arrivé au pouvoir. Il vous a dit qu'à son arrivée, l'1,23 a été défait. Ça, c'est le président de la République. Mani, la paix n'a pas de prix. Et la vie humaine est sacrée. Et lorsque vous venez ici nous dire que non, ça va prendre le temps, ça va prendre, on va attendre jusqu'à quand? C'est un processus seulement. S'il vous plaît, Mani. C'est une question de puissance et de force. OK? Dans les négociations, généralement, très bien, lorsque vous remarquez qu'un camp veut dicter les lignes de conduite, c'est que ce camp-là s'est dit être fort. Si les Congos étaient forts et qu'on pouvait chasser les ennemis, mais ça allait être aux rebelles de demander un dialogue aux Congolais et non pas l'inverse. Si les rebelles aujourd'hui sont en train de bloquer là-bas à Doha, ils s'attiennent à rester là-bas à Bukavu et à Goma. C'est parce qu'ils comprennent qu'il y a une faiblesse de notre côté. Mais nous avons vu quelques autorités rwandaises être sanctionnées par les États-Unis. Oui, ça c'est, en fait, il y a des efforts. Il faut comprendre une chose, Mani. Très bien. Nous sommes dans le champ international. Il y a la diplomatie qui est de l'autre côté et il y a la guerre. Très bien. Bien que la guerre aussi, c'est la continuité de la diplomatie d'autre forme, il y a aussi la guerre qu'il faut faire. Très bien. C'est-à-dire quoi? Vous négociez à l'extérieur, mais il faut qu'il y ait une puissance en interne pour repousser l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Mani, ils ont récupéré Bukavu. Jusqu'à preuve du contraire, l'armée n'a jamais fait un assaut à Bukavu. Ça fait combien de temps? Et vous voulez que nous, on se taise, qu'on se dise, bon, voilà, laissons le temps au temps. Attendons le processus. Il a évoqué Sun City ici. Et il vous dit, non, ce n'est pas une crise politique. Et pour lui, à cette époque, Sun City, c'était une crise politique. Mais Mani, c'était quoi la motivation majeure de dialoguer autour à Sun City? Mais c'est pour mettre fin à la guerre, non? C'est ça la cause principale. Parce que le Congo était divisé en 4. C'est-à-dire, il y a un coin contrôlé par tel, un coin contrôlé par tel, un coin contrôlé par tel. Revenons dans les séquences d'aujourd'hui. Est-ce que le président du pays peut prendre son avion et aller à Goma? Ce n'est pas la même situation où le président Kinshasa Kabila ne pouvait pas mettre ses pieds à l'est. Je prends le CNDP. C'est la même situation. Le président à Kinshasa ne pouvait pas mettre ses pieds à l'est. Jusqu'à ce qu'on aboutisse à des dialogues avec ces gens-là. Donc, si je comprends bien, vous suivez sa logique. C'est-à-dire, je ne suis pas ta logique. Il faut les présidents discutent ou dialoguer avec ceux qui occupent les territoires à l'est et non les opposants. Attendez. Mani, je vous dis ceci. Il y avait des questions liées à la guerre et des questions liées aussi à la bonne gouvernance. Très bien. Des questions de crise. Est-ce que l'Assemblée provinciale de Bukavu fonctionne aujourd'hui? Les députés siègent. Ça ne touche pas à une institution. Cette crise sécuritaire ne touche pas à une institution. Ça n'entrave pas au bon fonctionnement des institutions. Répondez. Moi, il va répondre quand il va prendre. Très bien. Il note très bien. Hein, Mani? Est-ce que... Non, j'ai demandé aux journalistes. J'ai interagi avec lui. Allons-y. Il note. Pour dire quoi, Mani? Aujourd'hui, la crise, elle est très visible. Je vous ai dit ici au Dobi que je ne suis pas de ceux-là qui demandent les dialogues. Je ne suis pas de ceux-là qui demanderaient ou qui exigeraient à Félix d'organiser les dialogues. Parce que vous avez évoqué le fait que le président est en plein mandat. En 2015, il y avait un dialogue ici en RDC. Vous vous rappelez, en 2015, Kabloté était en plein mandat. Le dialogue de Den Kodjo. Pourquoi il avait organisé cela? Parce que c'était l'opposition de l'époque qui avait demandé les dialogues. Rappelez-vous. Et l'opposition s'est dit que non, Fidel Kamere avait dribblé, il est parti se présenter lui-même. 2016. Est-ce que le président était au mandat ou le président était à l'année électorale? C'était la fin de son mandat.
il a émis des difficultés pour ces élections. Pourquoi il évoquait les mêmes circonstances qu'aujourd'hui? Faut pas qu'on vous trompe. Kabila a évoqué les faits à l'époque 2016. Les raisons qui ont poussé le pouvoir à ne pas organiser les élections en 2016. Il y avait d'abord l'Ebola, Beni, Butembo. Il y avait l'insécurité à Butembo. La preuve, on est parti aux élections 2018 sans Beni, sans Butembo, sans Yumbi. Vous vous rappelez, non? Il y avait l'insécurité à Yumbi. À l'époque, Jean-Tini Gobleté. Donc, vous comparez Kabila et Pour vous Tshisekedi. dire quoi? Nous sommes dans les mêmes circonstances. Très bien. Nous sommes vraiment dans les mêmes circonstances. Mhm. Les gens ont occupé une partie de notre pays. Et nous devons à tout prix Dialogue. mettre ces gens-là dehors. Mhm. Il faut employer tous les moyens possibles. Parce qu'aujourd'hui, militairement, c'est le moyen que moi je souhaite d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? Ils ont occupé nos territoires par la force. Mais qu'est-ce qui nous manque à nous aussi de mettre la force pour le mettre Le dehors? président de la République a parlé d'une armée infiltrée. L'armée infiltrée, oui, c'est un fait. C'est vraiment un fait. Mhm. C'est une réalité. Très bien. Mais, Mani, en réalité internationale, il y a ce qu'on appelle, il y a toute une branche, hein, Mhm. ce qu'on appelle les contre-espionnages. Très bien. Il y a les contre-espionnages, il y a les contre-infiltrations. Mhm. C'est-à-dire quoi? C'est au gouvernement congolais, avec les services de sécurité, d'organiser les contre-infiltrations pour dénicher les infiltrés et empêcher l'infiltration. Parce que dans la guerre moderne, Mani, hein, pour ceux qui ont étudié les questions sécuritaires Mhm. et les titres stratégiques, Il est là, il va nous ils répondre. vous diront, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Très bien. J'espère qu'ils ne vont pas contredire la science. Parce Alors, que moi, j'évoque des histoires vérifiables. Très bien. Pour ceux qui ont fait des études sécuritaires et des études stratégiques, c'est une branche des réseaux internationaux. Mhm. Ils vous diront ceci, que l'infiltration dans la guerre moderne est utilisée comme arme de guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez généralement en Irak, on est en train de pendre les infiltrés. En Amérique, on tue les infiltrés. En Russie, lorsqu'on arrête un infiltré, on le tue publiquement. Parce que l'infiltration ne finira jamais. À la guerre mondiale, la France l'a utilisé, a infiltré l'Allemagne à l'époque. Vice-versa. C'est-à-dire quoi? Les questions d'infiltration ne finiront jamais dans ce monde. Et s'il faut dialoguer pour la pauvreté, dialoguer avec qui? C'est ça la J'ai vraie dit question. ceci. Attendez. Mhm. Vous revenez toujours aux questions du dialogue. Moi, je Très parle de comment même se faire la guerre. Vous me revenez Parce toujours... que à ce qui concerne l'armée, vous voyez très bien, le président l'a dit clairement, il y a l'infiltration, donc c'est tout à fait compliqué. À ce qui concerne la diplomatie, il y a l'accord qui est de Washington et l'accord de Doha qui se poursuit. Mais sur place, on doit parler du dialogue. Parce que si la diplomatie à l'extérieur ne tient pas debout, si l'armée aussi ne tient pas debout, qu'est-ce qu'il faut alors? Vous poserez cette question. Je réponds, mais vous la poserez aussi à mon Très bien. débatteur qui est là. Il va répondre. Vous m'avez dit ici que le président dit que l'armée est infiltrée. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement dans l'armée. Très bien. Ça démontre que l'armée est en incapacité de faire la guerre. Très bien. Très clair. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant, aujourd'hui, pour accélérer même le processus de Doha? Parce que si on refuse les dialogues en interne, bon, je vous les conseille. Vous refusez les dialogues avec Fayoulou, avec Sesanga, avec tout. Je vous les conseille. Le président est en droit. Je peux vous rassurer, le président est en droit. Il ne Très viole bien. aucun texte. Très bien. Parce que même la Constitution ne reconnaît pas les dialogues. Mhm. Il finit son mandat et après il part. Vous refusez de dialoguer avec ceux qui sont à l'intérieur. Je vous les conseille. Vous avez raison parce que même à l'époque, Kabila avait accepté de dialoguer. Mhm. C'était son choix. Ouais, c'est un choix. Le président est vraiment dans ses prérogatives de refuser ou pas Très bien. de dialoguer avec les compatriotes qui sont ici au pays. Mhm. Maintenant, avec le déficit que nous avons à l'armée, qu'est-ce que le président met en place pour que Goma et Bukavu nous reviennent? Parce que Bunagana, c'est 4 ans. Très bien. Merci beaucoup. L'armée, il vous dit, ils n'ont pas la possibilité de le faire parce que l'armée est infiltrée, l'armée est inféodée. Voilà, d'ailleurs, il y a des procès où on juge des militaires qui ont fait la guerre. Mhm. C'est une évidence, c'est une réalité que nous voyons. Mais vous ne voulez pas faire la guerre parce que vous êtes infiltré. Vous ne voulez pas dialoguer en interne parce que vous estimez qu'il n'y a pas une crise politique, que Fayou n'a pas le poids nécessaire pour se mettre autour d'une table pour des questions de crise politique, parce qu'il n'est pas acteur dans cette crise sécuritaire. Donc, vous ne voulez pas non plus conclure avec ceux qui sont à Doha pour atterrir, les pourparlers continuer à traîner.
Entre-temps, vos compatriotes de l'Est, Mani, ça m'a fait mal. J'ai vu récemment les compatriotes être arrêtés. Pourquoi ils ont été arrêtés? Parce qu'ils ont célébré les billes de Léopard. Très bien, la victoire de Léopard. Donc, vous voulez laisser vos compatriotes dans cette condition-là. Là, il faut donner un nom à cette gouvernance. Jean-Noël Ilunga, la grande question, je crois que c'est avec ça que nous allons boucler. Nous allons d'ailleurs boucler cette parenthèse pour entrer directement dans la révision constitutionnelle parce qu'il y a beaucoup à parler aujourd'hui. Nous voulons tous, les présidents de la République et nous tous qui sommes ici présents, nous voulons tous que la paix puisse revenir à l'Est. Et étant que gouvernement, la RDC a avancé quelques stratégies. Nous avons parlé de la diplomatie. Nous avons vu la signature de l'accord de Washington. Nous avons vu les réunions des Nations Unies, des secrétaires des Nations Unies que notre ministère de l'Affaires étrangères a pu décrocher dans les dernières minutes. Tous ces efforts sont ou ont été bons. Mais sur le terrain, les territoires sont toujours occupés. Vous avez dit que négocier ici sur place, en interne, ne serait pas, entre guillemets, important. Pourquoi? Parce que les opposants n'ont pas de poids politique, ne sont pas populaires pour siéger autour d'une table, enfin, de trouver la solution à l'Est. Donc, c'est impossible. Le président de la République a très bien parlé que l'armée est infiltrée. Donc, pour espérer récupérer le territoire par l'armée, c'est compliqué. Si la diplomatie, c'est compliqué parce que l'accord de Washington tarde toujours. Vous avez dit c'est un processus, il faut patienter. Un an après, la population continue de souffrir. Si l'armée, c'est toujours difficile de récupérer parce que l'armée est infiltrée. Si les processus de Doha tardent à s'entériner pour trouver une solution, enfin, de récupérer nos terres à l'Est et que la population soit libre, qu'est-ce qu'il faut pour retrouver la paix à l'Est de la RDC? Parce que la population souffre. Merci encore pour cette question. Merci. Mais j'aimerais... Vous avez le temps. Hein? Voilà. J'aimerais commencer par ces dires qui diraient ce n'était que... Balayer tout. De la poudre de perlimpinpin. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Il a d'abord cité les points zéro que les rebelles ont eu, ou qui est tombé sous le contrôle des rebelles. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est important. Vous m'interrompez aussi. Vous voyez que vous ne faites pas preuve. Il n'a pas affirmé. Comme vous me l'avez fait. Non, il n'a pas affirmé. C'est important. Il a mis ça au conditionnel. Laisse-moi parler, tu vas te rectifier après. Les services nous suivent. On peut couper cette partie et on le met et ça met clou. Il faut comprendre ça. Ce sont des questions. Mais pourquoi tu affirmes des choses? Je n'ai pas affirmé. Vous voilà. Il a parlé au conditionnel. On n'amène pas genre des illusions dans un média. C'est une preuve de manque de professionnalisme. Continue, cher. Voilà. Lorsque tu cites même les points zéro, commençons par juste les points zéro. Il ne sait même pas où se situe géographiquement les points zéro qu'il cite. C'est-à-dire, même son camp politique d'abord. Bon, parlons d'Inas Bell. Je n'arrive pas à les localiser dans ses dires. Pourquoi? Puisque tantôt, il refuse la solution armée, puisqu'il... Alors, tu m'interromps. Mais... Il dit, le président a dit qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de l'Est par la guerre puisque nos militaires sont infiltrés. Oui. Il soutient le président de la République disant que il a voulu nous donner la différence entre l'espionnage et l'infiltration. Un scientifique, je ne sais pas quelle différence il nous fait entre l'espionnage et l'infiltration. Voilà. S'il faut résoudre les problèmes de la guerre à l'Est du pays, tous les processus sont déjà entamés. Vous savez, lorsqu'on coupe la tête d'un serpent, il peut commencer à s'agiter. Pour finir, il va mourir. C'est ce qui s'est fait à l'Est. Quelles sont les positions qui sont encore tombées sous les mains du 1-23 depuis que cet accord a été signé? Il ne va jamais nous dire la position qui a été... il est en train de consulter l'Internet. Bon, je ne sais même pas s'il va retrouver celle-là. Il ne dira aucune position qui est tombée après cette histoire ici. C'est-à-dire qu'il y a des guerres qu'on ne gagne que sur le plan international. Avec ce que le président a eu à faire, on se limite là. On attend les résultats. Et s'il faut encore renégocier, nous allons encore renégocier qu'avec le Rwanda, puisqu'il reste notre voisin éternel, et on ne sait pas le contorner. Est-ce qu'il faut négocier avec le Rwanda? Qu'en est-il de l'accord signé avec le Rwanda? C'est ce que j'ai dit. J'étais en train de dire ceci. Vous êtes distrait apparemment. J'étais en train de dire ceci. S'il faut renégocier, voilà. Peut-être il fait preuve de mauvaise foi. Peut-être que ce qu'on l'a garanti ne le satisfait pas. Il veut plus que ça. Si le président, avec ses conseillers, estimeront dans l'avenir que voilà, on peut encore lui proposer autre chose, ça sera fait.
Mais attendons d'abord que ce qui est fait puisse donner les résultats. Très bien. Vous voyez. Mais également, j'aimerais revenir un peu en arrière. Il y a un professeur qui qualifie les scientifiques aujourd'hui des cerveaux inutiles. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas l'essence de l'histoire, au fait. Il est en train de confondre la crise politique de 2002, n'est-ce pas, et ce qu'ils veulent appeler aujourd'hui crise. À l'époque, Kabila a été coopté. Je ne sais pas s'il maîtrise ce que c'est la cooptation. C'est-à-dire, un père est décédé et est assassiné. On s'est dit, bon, on ne peut pas prendre ailleurs qu'on prenne son fils et qu'il puisse... C'est ça ce qui avait suscité les rébellions à l'époque. Très bien. Vous voyez, c'est comme ça que Bemba qui se disait plus fort, c'est comme ça que les amis de Mouzé Kabila s'étaient dit on ne peut pas lâcher prise. Et pour finir, se sont réunis. C'était pour légitimiser Kabila que cet accord a été mis en place. Pour le faire comprendre autour d'une table que voilà, il est là pour assumer la transition et attendons les élections. Et vous allez dire que nous sommes dans une crise politique alors que Tshisekedi venait d'être élu avec plus de 60% de voix. Vous voyez? Donc, on ne peut pas évoquer la question de la crise politique actuellement. C'est impossible. Si peut-être ceux qui sont dans la rébellion étaient aussi courageux que ça, étaient au pays, on pouvait les inviter. Si c'était eux qui parrainaient en réalité, vous voyez que tous ceux qui parrainent la rébellion fuient. Ils partent se réfugier de l'autre côté, puisqu'ils savent qu'il y a leur grand parrain qui est là et qui donne tous les moyens qu'ils viennent avec au Congo pour nous faire du mal. Il ne va pas dire qu'il est plus patriotique que Félix Tshisekedi Antoine. Vous voyez, il n'est pas plus patriote que lui. Il sait que les gens là sont en souffrance et il est en train de faire ses efforts pour donner ou pour que la paix puisse revenir. Les efforts se font dans quel axe? Axe voilà. Doha, axe Kinshasa, Kigali via Washington ou axe militaire? C'est à tous les niveaux. Nous sommes sur le plan international avec tous ces accords que vous venez de citer. Nous sommes même sur terrain, sur le plan de l'armée. On ne sait pas aussi. On se bat. C'est pas pour rien que les budgets aujourd'hui de l'armée, c'est les budgets, en fait, les seuls budgets qui prend assez aux contribuables congolais, c'est les budgets de l'armée. Vous voyez? On leur donne ce qu'ils n'avaient pas, on leur achète des équipements, on leur nourrit. Vous voyez? On prend soin d'eux, parce qu'on ne peut pas seulement négocier sur le plan international, alors que sur le terrain, on ne combat pas. Il y a des petits combats, dès qu'ils veulent avancer, ils voient que les militaires congolais jusqu'à là, nous jouons à la défensive. Voilà, nous sommes là en train de nous défendre, mais en attendant que ça puisse répondre. Puisque l'armée est infiltrée, il est laissé et il ne donnera aucune autre solution, allais-je dire, à cette guerre. Puisque ça, dans son sens, il voulait qu'on puisse aller sur le plan militaire. Mais lui-même l'a dit que nous sommes tellement infiltrés qu'on ne peut pas compter sur l'armée. Il l'a dit. Il a juste affirmé les paroles du président de la République. Mais il les soutient. Ouais. Il n'est pas aussi d'avis qu'on peut procéder au dialogue. En réalité, il veut quoi? S'il ne veut pas qu'on aille au dialogue, s'il ne veut pas qu'on parle de la guerre, genre face en face avec le Rwanda, il donne quelle solution? Donc, il faut attendre.